Je ne dis pas que c'est facile, hein. Et puis vraiment, enfin, par contre, il ne faut pas compter ses heures, évidemment, mais je crois que quand on a envie, on est à fond. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Walk the Talk. Je suis avec Stéphanie. Salut Stéphanie. Hello. Hello, hello. On est dans une école Montessori bilingue. C'est ça. Je ne peux pas trop parler anglais parce que mon niveau d'anglais n'est pas très très bon. Une école extraordinaire. Il y a des gens qui nous écoutent dans leur voiture et qui nous regardent aussi sur YouTube. Donc ceux qui nous écoutent dans la voiture, on est dans une classe. Tu vas nous raconter, tout ça. L'émission Walk the Talk. Moi, j'aimerais déjà t'offrir une casquette Walk the Talk. Est-ce que tu sais ce que veut dire Walk the Talk ? J'aimerais bien que tu m'expliques. Je vais essayer de te l'expliquer. Walk the Talk, une émission qui veut dire Walk the Talk. Tu as compris séparément les mots. Mais l'idée, c'est d'incarner ce qu'on dit. Voilà, quand je dis quelque chose, je vais le faire. Et moi, pas de langue de bois. Pas de langue de bois, mais par contre, ce que je trouve intéressant par rapport à l'approche que je prône, le lean management de Toyota, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on va régulièrement sur le terrain, le Gemba, pour se confronter à la réalité et pour pouvoir aller chercher les écarts. C'est pas grave si les choses se passent pas comme prévu, mais on va régulièrement sur le terrain et on voit, on observe, on constate et surtout on apprend. On réajuste. Et on réajuste. Tiens, ça me fait très très plaisir. Super, tu peux l'apporter ? Bien sûr, je vais l'apporter moi aussi. Et en plus, la particularité, tu es lauréate Réseau Entreprendre. Yes. C'est ça. Et 2 donc, fois même. 2 fois. On va en parler tout à l'heure. Et donc, c'est des lauréats Réseau Entreprendre qui nous ont fait la casquette. Ah oui, j'ai vu les vidéos. Tu as fait la vidéo. Ouais. Donc, on fait un petit coucou à l'atelier de la casquette. Donc voilà. Merci infiniment. On a fait déjà une première visite. Jusqu'ici. Vraiment un parcours intéressant. Donc, je suis allé voir un peu qui tu étais. Tu as fait pas mal d'écoles, d'études. Tu as commencé dans le marketing, si je ne me trompe pas, les startups. Et on est dans une école Montessori. Et oui, pur produit de l'éducation nationale. Je fais mes études jusqu'à mes 25 ans. Et puis finalement, j'ai créé une école alternative, une école Montessori bilingue. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Parce qu'avant, t'étais pas du tout dans ce monde-là. Ah non, même pas, non, moi j'étais pas du tout, j'étais même montée sur Paris, montée à la capitale pour mes études, et puis il se trouve que pris par la frénésie parisienne, j'y suis restée, j'ai travaillé une dizaine d'années à Paris, dans tout ce qui était consulting, marketing, même dans une start-up digitale. C'était passionnant, j'ai beaucoup aimé, mais ça correspondait à une phase de ma vie. Et puis un jour, il m'est arrivé un truc assez extraordinaire. J'ai eu un enfant. Et puis là, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est quoi cette petite chose-là ? Il est où le mode d'emploi ? Je l'ai cherché. Je sais pas si je l'ai trouvé, mais en tout cas, j'ai commencé à me documenter énormément sur l'enfance, l'éducation et surtout sur le développement cognitif et affectif des bébés, des enfants, des adolescents. Je sentais qu'il y avait une sorte de boîte noire, quelque chose que j'avais envie de percer le secret. Et surtout, je pense que ça m'a renvoyé aussi à des choses de mon enfance, de ma scolarité, où je me suis dit, moi je veux vraiment... Alors j'ai une fille en premier, et je me suis dit, voilà, je veux... Comment faire en fait pour que ce petit être en devenir, parce que moi je suis juste là pour l'accompagner, comment faire pour l'accompagner, pour qu'elle garde son enthousiasme, qu'elle soit épanouie, heureuse. C'était vraiment ce qui était important pour moi, et qu'elle réussisse dans sa vie. Je ne dis pas réussir sa vie, elle fera ce qu'elle voudra, mais en tout cas qu'elle réussisse ce qu'elle a envie d'entreprendre. Ok, donc tu crées une école Montessori, tu entreprends. Tu es entrepreneuse, hein ? Ouais. Pour avoir un impact sur tes enfants ? Voilà, alors d'abord, bon, c'est un raccourci, mais bon, j'aime parler, donc tu couperas si besoin. On a le temps, non, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de choses à dire, je vais essayer de synthétiser. Ça, c'était ce que je me suis dit en 2015, et l'école a ouvert en 2018. Okay. Ça a été un long cheminement, ça s'est pas fait comme ça. D'abord, c'était juste de dire, voilà, j'aimerais que ma fille, elle soit dans un environnement, voilà, qui lui permette de s'épanouir, et où elle soit heureuse, etc. Et je me suis dit, j'ai lu pas mal de livres, pas mal de bouquins, et c'est là où je suis tombée sur la
pédagogie Montessori. Et là, c'était une révélation. Je me suis dit, oh là là, cette pédagogie qui permet de rendre les enfants acteurs de leur apprentissage, qui active leur curiosité, leur créativité. Voilà, c'est vraiment ça que je veux pour ma fille. Donc, ça serait super chouette qu'elle aille dans une école Montessori. Ok. Et puis bilingue, parce que il y a le bilingue anglais, parce que l'anglais, c'est la langue internationale. Je me suis dit, l'idée, c'est qu'elle puisse aller où elle veut dans le monde, et surtout qu'elle soit ouverte à tous les types de cultures, en fait. On n'est pas juste resté dans la France, même si la France est un merveilleux pays, mais voilà, en tout cas, qu'elle puisse s'ouvrir à toutes les cultures et la diversité du monde. Donc voilà, je me suis dit, tiens, elle ira dans une école Montessori. En tout cas, j'aimerais bien qu'elle aille dans une école Montessori quand elle sera en âge d'entrer à l'école. Et puis, à côté de ça, je continue à travailler énormément dans cette start-up, ou en tout cas dans cette vie professionnelle. Et en fait, je sentais que j'avais plus du tout la même foi, le même élan qu'avant. Et en fait, j'ai commencé à me sentir en décalage avec tout ça. Et ça perdait vraiment de son sens. Et moi, la quête de sens, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important pour moi. Je me lève le matin, j'ai envie de savoir pourquoi je me lève le matin, et si c'est juste pour faire des slides, faire des présentations et rentrer chez moi le soir, ça m'intéresse pas. En tout cas, ça ne m'intéressait. Je sentais que ça m'intéressait plus. Et au-delà, des jobs prestigieux, je sentais que ça me nourrissait plus. Et j'avais vraiment envie, de trouver du sens et d'avoir vraiment un impact tangible et positif dans la vie des gens. Je me suis dit, si je meurs demain. Ou dans X années, avoir planté une petite graine, avoir fait un petit quelque chose dans ce monde. Il y avait ça. En parallèle, j'étais à Paris, je vois ma fille qui commence à grandir. Je me dis, mais je veux pas la faire grandir au milieu des buildings, au mauvais temps. Bravo. Attention, coucou mes amis parisiens. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans le sud de la France, entourée de la verdure et tout. Et c'était, je me suis dit, j'aimerais offrir les mêmes conditions de vie à mes enfants. Et puis, j'avais toujours eu envie d'entreprendre. J'avais fait une école de commerce, et puis j'étais partie dans le consulting, ce qui veut dire que je ne savais pas vraiment trop ce que je voulais faire. Et donc, parce que l'avantage du conseil, c'est qu'on peut faire un peu tout. Et j'avais toujours eu envie d'entreprendre, mais les idées que j'avais, au bout de 24 heures ou une semaine, je les mettais à la poubelle. Donc, j'ai dit, tant pis, c'est pas grave. Et voilà, en fait, j'ai l'impression que c'est une sorte d'alignement des planètes entre l'arrivée de ma fille, qui est vraiment le détonateur, on va dire, l'envie de créer, l'envie de redescendre dans le sud, l'envie de créer quelque chose, de travailler dans quelque chose qui est positif, qui est tangible, vraiment qui a cet impact. Et je sais pas, je me suis dit, mais en fait, je vais créer une école, parce qu'en fait, en France, on a la possibilité de créer des écoles libres, des écoles indépendantes, des écoles hors contrat. C'est pas forcément facile, mais en tout cas, ça peut tout à fait se faire. Il suffit de présenter ses projets, d'avoir les autorisations, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Et c'est comme ça, en fait, que le projet a démarré. Et je voulais, comme je te disais tout à l'heure, je voulais vraiment au-delà des apprentissages, les compétences, les connaissances, le savoir et savoir-faire, évidemment, qui sont importants dans la vie de tous les jours. Mais je voulais aussi que ma fille soit épanouie, qu'elle puisse travailler d'autres aspects de son caractère, etc. Et c'est là où la pédagogie Montessori fitait, en fait. Ouais. Et donc, si on reste sur ça pour l'instant, 2005, t'as le... 2015. 2015, ouais, 2005. 2015, t'as le déclic. C'est-à-dire, tu ressens le besoin, déjà, d'un côté, perte de sens par rapport à ce que tu fais. Et deuxièmement, j'ai réellement envie d'avoir cet impact sur la vie des gens. C'est ça. Quitte à travailler 50 heures, 70 heures par semaine, au moins le faire pour quelque chose qui a du sens. Alors, tu es au bon endroit, ou je suis au bon endroit, parce que sur ce média Time to Gemba et cette émission, l'idée, c'est de voir l'entrepreneuriat comme réellement un vecteur d'épanouissement personnel, et de se dire on a un impact sur la vie des gens grâce à nos produits et nos services, et on a un impact sur nos collaboratrices et nos collaborateurs. Hier, j'étais chez la brigade de Véro, Romain et Arthur. Les produits qu'ils font ont un impact sur leurs clients, mais aussi sur leurs brigadiers, et donc on le ressent bien. Donc 2015, tu as le déclic. Tu m'as dit 2018. Ouais. C'est facile d'entreprendre en France ? J'ai trouvé ça assez facile. Ok. On a beaucoup d'entrepreneuses, d'entrepreneurs qui nous écoutent, ou de futurs entrepreneurs. Comment ça s'est passé ?
Alors, déjà, quand on parle de la motivation, déjà, on a une sorte d'élan qui fait que on peut pousser des portes, on peut vraiment. Et moi, je trouve qu'en France, on est beaucoup aidés. Okay. Je me suis fait accompagner par le réseau Entreprendre. Je m'étais fait aussi accompagner par un autre réseau, justement, c'est la BGE de mémoire. Et voilà. Ces accompagnements-là sont des accompagnements certes financiers, mais aussi voilà, on est coaché par des autres entrepreneurs. Et voilà, ça nous permet vraiment de se lancer. On peut faire ensuite des formations. Il y a la BPI. Enfin, vraiment, moi, j'estime que je ne dis pas que c'est facile. Hein, et puis vraiment, enfin, par contre, il ne faut pas compter ses heures, évidemment. Mais je crois que quand on a envie, on est à fond. Et ce n'est pas si difficile à rouiller. Il y a tous les process, tous les papiers, etc., etc. Mais ça se fait. Mais ça se fait, vraiment. Ok, d'accord. Ouais. Ça s'est passé comment? T'as trouvé de suite le terrain? Tu savais où t'installer ou non, t'as un peu galéré pour trouver le lieu? Alors, le cahier des charges, c'était d'être à la fois à proximité, un peu comme ce que je te disais tout à l'heure, c'était à proximité des lieux d'habitation et des lieux de travail des parents, pour pas qu'ils fassent trop de kilomètres, etc. Mais également de ne pas être dans la ville parce qu'il y avait le côté nature, vraiment connexion avec la nature, proximité avec la nature, qui était pour moi essentiel. Donc au début, j'ai plutôt cherché un local qui réponde à ça, et également un local qui soit adapté à l'accueil des enfants. J'ai cherché et j'ai pas trouvé. Alors peut-être parce que j'avais aussi en tête peut-être quelque chose qui était déjà très voilà, je m'étais déjà vraiment projetée et finalement je me suis dit je trouve pas le lieu. Ok, allons-y, on va faire construire le lieu que j'ai dans la tête en fait. On va le créer, ce lieu aussi. Et ça s'est fait petit à petit. Okay. L'école dans laquelle on est, elle a été étendue 2 fois. Et puis on a même évidemment eu dans les choses d'entrepreneuriat, tout ne se passe pas comme on veut. Et les travaux ont eu du retard, donc on a même commencé au début dans un préfabriqué. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Et l'affaire de quelques mois, le temps que les travaux ici se terminent, et voilà, et on a commencé ici, puis après on s'est étendu. Voilà. Donc Wall the Talk, c'est-à-dire qu'il y a un écart entre ce que j'imaginais et la réalité, mais il faut s'adapter et il faut ça, y aller, l'adaptation. Donc, ok, et donc tu as trouvé alors le lieu. On est où ici physiquement alors, pour ceux qui nous écoutent? On est sur la commune de Bouillargues. Bouillargues, c'est une commune juste à côté de Nîmes, dans le sud-est de Nîmes. Et on est à peu près on est à 15 minutes des arènes. D'accord, voilà. 15 minutes des arènes. Donc on est assez proche, mais tout en étant à la campagne. Et on est excentré de la commune de Bouillargues, on est légèrement à l'écart. Voilà, parce qu'on est dans la nature. Je ne voulais pas qu'on soit entouré de buildings, etc. Ça, c'est ce que tu voulais dans le cahier des charges. Tu voulais, ok. Et tu trouves pas le lieu du genre l'agencement de l'école. Donc je vous invite vraiment à aller voir la visite pour voir un peu comment l'école est agencée avec le jardin, les classes, etc. Des classes lumineuses, ça c'était important. Donc tu trouves pas le bâtiment ou tu trouves pas le point pour pouvoir. Alors au début, j'étais partie sur une location. Donc je cherchais d'abord dans les lieux que j'avais présélectionnés, je cherchais un bâtiment qui pouvait nous accueillir et j'ai cherché pendant plus d'1 an, je l'ai pas trouvé. Est-ce que c'est comme on a eu la chance de se balader dans un restaurant Le Goût du Son avec Stéphane et Guillaume, et ils nous disaient que le lieu était le lieu. Ils ont dit le lieu dans l'élément déterminant en termes de business. Dans les cours que de marketing que j'ai eu il y a longtemps, on disait, je crois que c'était quelque chose comme quels sont les 3 points les plus importants quand on veut créer une entreprise. C'était l'emplacement. Ok, d'accord. Donc tu valides ce point-là. Il y a d'autres choses, bien sûr. Alors c'était plutôt j'étais déjà dans le concept pédagogique parce que le fait de pas être très loin des parents, c'est aussi pour leur qualité de vie. Puis il y a aussi ce côté, plus on circule et plus il y a des dépenses énergétiques. Je me suis installé dans un village proche de l'école, etc. Exact. Pour que le matin ça soit pas extrêmement galère. Maintenant elle les pose plus, mais par contre même pour eux de ne pas faire 1 heure. Moi j'étais à 1 heure de mon école quand j'étais petit, et donc je prenais 2 bus, je me levais extrêmement tôt. C'est ça, ouais. Ça entraîne de la fatigue. C'était voilà, donc
Cool, donc on monte ça. J'ai compris qu'il y avait eu plusieurs phases. Exactement. Un premier bâtiment, un deuxième, etc. Tout s'est passé comme prévu, c'est ça? Oh, tout s'est passé exactement comme prévu. On est là pour vendre du rêve, hein, donc voilà. Non, mais je pense que la vie d'entrepreneur, c'est de gérer les problèmes tous les jours. Mais c'est normal. Alors tu me fais sortir. Alors c'est pas que je prépare de plus en plus des interviews parce qu'on m'a demandé de le faire et c'est vrai que je m'aperçois que ça fait une interview plus qualitative, mais je réagis quand même à ce que tu dis. Vas-y. J'ai lu sur ton site internet et je me suis un peu renseigné sur la méthode Montessori. Tu dis beaucoup de résolution de problèmes. Tu fais de la résolution de problèmes aux enfants. Tu les fais résoudre des problèmes. C'est vrai ou je me suis trompé? Oui. En fait, la résolution de problèmes, ça vient le concept de l'école, de la pédagogie Montessori, c'est de placer l'enfant en tant que chercheur. Ok. C'est pas de lui déverser tout de suite le savoir en mode voilà, t'es un enfant, t'es assis, presque allez, ouvre ton cerveau et on va mettre plein de choses dedans. Maria Montessori dit l'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais une source qu'on laisse jaillir. Dans le sens où les enfants, voilà, sont dans cette position de chercheur, apprennent en faisant, en manipulant, en expérimentant et en se trompant. Et le matériel Montessori, c'est aussi un matériel qui est autocorrectif. Donc, les enfants, en fait, voient qu'ils font une erreur, voient que ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Mais c'est eux qui le découvrent par eux-mêmes. C'est eux, en expérimentant, ils disent « Ah, ça ne marche pas comme ça, je vais essayer comme ça. » Mais ce n'est pas un adulte, une personne tierce qui leur dit « T'as juste, t'as faux. » Ils n'attendent pas l'approbation de quelqu'un pour savoir où ils en sont. C'est eux-mêmes qui le trouvent. Donc aussi pour la confiance en soi. Si je prends un exemple, moi j'ai deux loulous, à 14 et 11. Hier, c'est la leçon, c'est What time is it? Donc on est en train de travailler sur l'horloge. Ouais. On a un cours, si l'aiguille elle est à droite, passe, si l'aiguille elle est à gauche, tout, etc. Comment tu gères cette approche-là centrée en utilisant l'approche montessorienne? Avec l'approche Montessori, on part pas avec des fiches qui dit voilà s'il y a les deux barres qui sont là, ça veut dire midi, si c'est là, etc. On part d'un matériel Montessori ou d'une horloge et il y a d'abord cette leçon. Voilà, avec l'éducateur. Et après, c'est aux enfants de réinvestiguer ce matériel et en le manipulant. Et c'est qu'ensuite, c'est le concret et l'abstrait, ça passe dans un deuxième temps avec ce côté fiche. Parce que on passe évidemment à l'abstrait, mais on commence par le concret. Okay. Et c'est après qu'on passe sur des fiches. Même concept avec l'addition, la soustraction, etc. C'est d'abord le concret et c'est après qu'on passe dans les fiches. Ok, j'essaye de comprendre, hein, bien sûr, et on en a parlé, et les gens qui nous écoutent, nous regardent, savent que l'apprentissage pour moi est clé. Pur produit autodidacte et m'intéressant à l'approche de Toyota, c'est comment on met de l'apprentissage dans l'entreprise. Donc j'ai beaucoup aimé ce côté enfant-chercheur, beaucoup de parallèles avec le monde du management et on va en parler tout à l'heure. Comment c'est ce que j'entends, ce que je comprends, c'est que je crée l'intérêt, je crée l'envie. C'est-à-dire que je commence pas en te disant quoi faire et en te mettant des fiches parce que finalement je vais peut-être te bloquer, mais je te fais... je t'offre l'expérimentation pour créer ce vase communicant. Voilà, en fait, tu as utilisé le mot envie, motivation. Nous, on travaille beaucoup là-dessus. On travaille beaucoup sur les moteurs internes. L'idée, c'est que le moins possible, ce soit un adulte, une tierce personne qui dit aujourd'hui, tu vas faire ça. Et l'idée, c'est que ça vienne de l'enfant. Alors, c'est pas l'enfant tout de suite qui va forcément dire je veux faire des fractions, mais en fait, on est dans des classes multi-âges. Ça, c'est aussi l'un des principes de la pédagogie Montessori. Donc, on n'a pas que tous les enfants qui sont nés, alors cette année en 2017, qui sont au CP, etc. Les enfants sont mélangés dans les classes. Et donc, la classe maternelle, 3-6 ans, la classe élémentaire, 6-12, la classe collège, 12-15. Et les enfants les plus jeunes travaillent sur du matériel, des leçons, mais pendant qu'ils travaillent là-dessus, l'enseignant, l'éducateur, l'éducatrice fait une présentation, une leçon à des enfants un peu plus grands, donc un peu plus avancés scolairement parlant. Et l'enfant, ça l'intéresse ce que fait les plus grands. Donc il regarde, il observe, il fait « ça m'intéresse, est-ce que je peux le faire ?» Et on lui dit « t'as envie de faire ça, je vois que ça t'intéresse, ok, peut-être d'abord finis ça,
où on va voir si tout est OK. Puis après, effectivement, je présenterai ça et puis on pourra y aller. Et en fait, c'est l'enfant en fait, qui a envie de faire, surtout qu'en plus le matériel Montessori, c'est un matériel qui est très beau et qui vraiment donne envie de faire. Il est à ce côté vraiment ludique. Et en fait, par ce biais-là, en fait, les enfants apprennent d'autant mieux. Parce qu'en fait, on part de leur motivation. C'est pas imposé, c'est guidé. On attise cette curiosité, c'est le rôle de l'éducateur, c'est d'avoir vraiment cette posture d'observer, mais aussi de soutenir, de valoriser, de stimuler. Mais c'est vraiment l'enfant qui est acteur de ses apprentissages. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. L'enfant est acteur de ses apprentissages. Tu me disais que tout à l'heure, mon anglais est pas bon, mais guide, tu me disais que peut-être qu'on n'appelait même pas prof. Non, dans la pédagogie Montessori, dans les écoles Montessori, on ne dit pas prof, maître, élève. Tu m'entendras très très rarement dire élève. On parle d'enfants ou de jeunes pour les adolescents. Le concept maître-élève, il y a un lien de subordination, le côté un qui est au-dessus de l'autre, alors que nous, en fait, on se met à la hauteur de l'enfant pour vraiment l'accompagner. On n'est pas là pour imposer, on est là pour guider. Ok, extrêmement intéressant. J'ai une tonne de questions. Je peux juste te mettre en pause ça et revenir un peu sur le parcours entrepreneurial et la succession. Aujourd'hui, vous êtes combien ? Alors aujourd'hui, une douzaine de personnes qui travaillent à l'école Happy Forever School. Quand tu montes ton projet, t'as quoi ? Tu fais un business plan ? Est-ce que on a posé, on a dit à la communauté qu'on allait faire la visite et on a eu pas mal de questions. Et ce qui revient régulièrement, c'est modèle économique, ce type d'école. Combien ça coûte et donc oui, il faut sortir plus d'argent que l'école publique, etc. Comment tu gères toi ton business plan, ton modèle économique ? Alors oui, effectivement, un business plan obligatoire pour monter une structure, parce qu'on a fait aussi des prêts auprès des banques. Donc les banques, elles veulent voir des tableaux Excel, et surtout elles veulent voir le résultat à la fin, évidemment. Et donc nous, en fait, on est une école indépendante, une école libre, une école hors contrat. Ça, c'est à peu près synonyme. C'est en fait en France, on a l'école, on va dire, publique telle que tout le monde la connaît, ou l'école privée sous contrat, qui sont déjà les écoles Cato, etc. Et on a quelques écoles, je ne saurais pas te dire le chiffre, mais je pourrais te le donner pour que tu mettes dans les notes en bas de page. Je n'ai pas révisé ça. Mais bon, il y a quand même plusieurs écoles indépendantes. Et nous sommes en démocratie, nous sommes dans un état de droit. Donc l'État nous autorise, tout citoyen français, à ouvrir une école. Alors il faut remplir certains critères d'âge, de diplôme, de nationalité, etc. Ensuite, il faut remplir plusieurs papiers. Mais bon, l'État autorise, il nous dit, ok, vous pouvez ouvrir une école, on vous autorise, vous avez quand même l'impératif de suivre, de respecter le socle commun des connaissances, des compétences et de la culture de l'éducation nationale, ce qui veut concrètement dire qu'à la fin de chaque cycle, donc à la fin de la maternelle, à la fin du cycle 2, donc à la fin du CE2, à la fin du cycle 3, à la fin de la 6e, à la fin du cycle 4, 3e et à la fin du lycée, cycle 5, chaque petit citoyen français ou jeune citoyen français doit avoir le même niveau scolaire, en tout cas le même socle de connaissances, compétences, culture, quel que soit l'établissement dans lequel il est allé. Ça, c'est notre obligation. On n'est pas obligé de suivre le programme stricto sensu qui est, quand on est en CP, la première période, en maths, il faut faire ça, parce qu'il y a tel volume d'air, etc. Mais la destination est fixée, exactement. Mais le chemin pour y arriver... j'adore, c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, le but à atteindre est le même, mais le moyen d'y arriver est différent. On n'avait pas répété, donc c'est pour ça que côté... Donc c'est ça, ce que j'entends. Exactement. Le but à atteindre est le même. En tout cas, nous, à minima, il faut que les enfants aient le même niveau que tout enfant. Voilà. Bon, nous, on a l'ambition d'aller au-delà de ça, pas forcément au-delà des apprentissages en maths, etc., mais peut-être plus en termes de ce qu'on appelle communément dans le côté business, les soft skills. L'ambition, c'est de leur ouvrir à ça. Mais ça c'est notre objectif, et on va dire aussi la contrainte que nous donne l'État. L'éducation nationale, qui en soi est bien, ça évite
voilà, pour moi, comme ça, c'est cadré. Et les parents savent que dans notre type d'établissement, les enfants apprennent. C'est juste voilà, le moyen d'y arriver, la pédagogie qui est différente. Donc l'État français nous dit ça. Il nous dit, bon, par contre, vous avez cette liberté. Très bien, prenez-la, mais vous n'aurez droit à aucune subvention. Okay, ni locale, ni nationale, rien du tout. Donc, tu as une mission. Donc toutes les charges de l'école, qui sont essentiellement, je dis, une douzaine de personnes qui travaillent ici, donc les salaires, loyer, et puis les charges, voilà, telles que toute entreprise, hein, j'ai envie de dire, hein, l'électricité, les taxes, cabinet comptable, enfin vraiment tout. Ça a une certaine enveloppe, et cette enveloppe, en fait, elle est prise en charge grâce aux frais de scolarité des parents qui inscrivent leur enfant dans l'école. D'accord. C'est grâce à ça, et uniquement à ça, que l'école atteint son équilibre. Ok, d'accord. Donc j'inscris ma louloute ou mon loulou pendant une année. Exactement. Des frais d'inscription. Des frais d'inscription et des frais de scolarité. Ouais. Qui sont grosso modo, alors ça dépend des écoles, enfin bon, c'est un billet de 5 000, 6 000. Après, ça dépend où tu es. Hein. Si tu es dans la campagne, ça coûte un peu moins parce que les loyers sont moins chers. Si tu es dans les grandes villes, Paris et consorts, on est plutôt sur du 10 000. Bon, mais en tout cas, oui, c'est des frais de scolarité qui sont conséquents. Après, juste pour faire une petite aparté, ce que c'est intéressant à savoir, et c'est quelque chose qu'on ne sait pas, c'est qu'en France, on dit l'école est gratuite. Non, l'école n'est pas gratuite. C'est la commune qui paye. Alors, je crois que c'est pour en primaire, en élémentaire. Chaque enfant qui est scolarisé dans une école coûte à la commune 6 500 € par an. D'accord. Ça, c'est le billet. À peu près. Et donc, c'est vrai que les parents qui mettent leur enfant dans notre structure, c'est un peu double pénalité. C'est-à-dire qu'ils payent par leurs impôts, parce que la commune, elle obtient cet argent par les contribuables. Donc, les parents qui inscrivent leur enfant dans nos types d'établissements, ils payent l'école publique via les impôts. Et puis, ils payent l'école de leur enfant via les frais d'écolage. Ok, d'accord. C'était bon à préciser, merci. Côté chiffres, 12 collaborateurs, tu as combien d'élèves, ça génère chiffre d'affaires, etc. Est-ce que tu peux partager je ne suis pas très bonne sur les chiffres, mais d'un côté, c'est très simple à savoir. Donc, je te dis, on est à peu près une douzaine. Il y a à peu près, cette année, 67 enfants. On est quasiment... Enfin, on pourrait en accueillir un peu plus parce qu'on a ouvert le collège cette année, mais on ne sera jamais un grand établissement. D'ailleurs, ce n'est pas le but. On veut vraiment rester dans cet effectif réduit. Moi, je continue à connaître tous les enfants de l'école, etc. Je te dis, les frais de scolarité, ils sont entre 5 et 6. Tu fais 6 000 fois 65 enfants et gros, tu as le CA. Et donc l'entreprise est à l'équilibre, elle gagne de l'argent. Oh, on est à l'équilibre. Okay. Nous, c'est déjà... Vous avez ressenti ce... Oui, c'est un combat de tous les jours. Hein. Oui, mais de toute façon, clairement, si j'avais eu envie de gagner de l'argent ou de conserver mon train de vie, je serais restée à Paris. Hein. Enfin, on va pas se leurrer. Hein. Je serais restée à Paris. J'aurais fait mes week-ends dans les capitales européennes. Je serais partie au Club Med ou... Bonjour Club Med. Mais bon, moi, je sentais que c'est pas forcément quelque chose qui me nourrissait. Okay. Bon, mais... Non, mais par contre, ça reste pour offrir... ce projet de vie aux enfants, à tes enfants, oui. etc. Il faut aujourd'hui quand même que ça soit rentable, même profitable, parce qu'il faut payer. En fait, on n'a pas le choix. C'est qu'au bout d'un moment, si on n'arrive pas à atteindre cette rentabilité, l'État, la banque, ils vont pas nous oublier, quoi. Donc, moi, j'ai quand même la responsabilité d'avoir recruté ces 12 collaborateurs. J'ai la responsabilité des parents qui font confiance, qui mettent leur enfant dans l'école. C'est pas pour que demain, je leur dise, écoutez, je vous mets la clé sous la porte. J'espère que ça n'arrivera jamais, vraiment, parce que l'équilibre économique des écoles telles que les nôtres, c'est compliqué. Hein. Il y a des écoles qui malheureusement ferment chaque année. Alors, il y en a d'autres qui souffrent parce qu'il y a beaucoup de porteurs de projets qui ont un profil, en tout cas qui ont des idées similaires aux miennes, donc qui ont envie de faire quelque chose. Mais c'est pas une machine à cash, quoi, clairement. Okay. Clairement. Okay. Mais moi, je suis OK avec ça. Mais c'est vrai que parfois, on tire un peu le diable par la queue, quoi. Okay. Mais bon. D'accord. Et donc, par rapport à... Tu dis que tu n'as pas vocation à avoir beaucoup plus d'élèves, j'entends.
C'était ma question. C'était quoi le prochain change, la prochaine étape? Alors là, comme je te disais, on a ouvert il y a 6 ans. En 6 ans, on accompagne les enfants de 2 ans et demi à 16 ans. On a ouvert le collège l'année dernière. Là, je suis plutôt dans un mode, en fait, d'avoir déjà stabilisé ce qui est là. J'ai plein d'idées, plein de projets, que ce soit en termes d'autres choses qu'on pourrait faire. Mais d'abord, je me dis, je vais d'abord concentrer mes idées sur les choses qu'on peut continuer à faire ici, à améliorer, parce que c'est toujours plein de choses à faire, ce fameux gap entre ce qu'on veut et la réalité, c'est faramineux. Donc voilà, là, tout de suite, aujourd'hui, on est en mai 2024, ma réponse est, là, d'abord, je nourris les racines, vraiment bien s'ancrer, et quand on sera bien là, après, on verra la suite. J'ai pas de doute qu'il y aura plein de choses qui vont arriver dans le futur. Là, tout de suite, j'ai vraiment j'ai vraiment l'envie de stabiliser ce qu'il y a là et de mettre en place toutes les choses pour continuer à améliorer déjà ce que les enfants ont ici. Ok, donc c'est vrai qu'on a des cycles de croissance. Donc plus là, c'est la croissance. Là, c'est plutôt stabilité, consolider. Voilà, c'est ça. Peut-être continuer, etc. Ok, d'accord. Bonjour. Par rapport à ça, là... tu me connais, beaucoup de parallèles avec le monde du management. Tu as 12 personnes, 12 collaborateurs. Alors, les deux. Pour l'instant, collaboratrices. Mais on n'est pas... Pas du tout fermé. Non. L'entre-soi, non, pas forcément. Mais bon, voilà, un appel à la candidature masculine, oui, bien sûr. Le parallèle avec un enfant chercheur... Par rapport est-ce que tu crées les mêmes conditions avec ton équipe? Vous avez la possibilité d'explorer, chercher ce parallèle? C'est l'avantage de nos écoles hors contrat, c'est qu'on a cette liberté pédagogique, on a cette liberté d'innovation. Alors on a ce cadre, le socle de l'éducation nationale, mais on a vraiment cette liberté pédagogique. Et l'un des principes de la pédagogie Montessori, c'est l'autonomie des enfants. Je te dis, ils arrivent le matin, l'idée c'est qu'ils enlèvent eux-mêmes leurs chaussures, qu'ils mettent eux-mêmes, qu'ils rangent eux-mêmes leur manteau. L'autonomie commence par ça. Et chez les plus grands, l'autonomie va dans le fait de s'organiser, organiser son propre travail pour avancer. Cette autonomie que l'on prône auprès des enfants, moi, je le prône auprès aussi de mes collaboratrices. Il faut que ce soit cohérent, il faut que ce soit consistant. Donc, les éducatrices, elles ont le cadre, elles ont le projet pédagogique, mais dans ce cadre, elles ont toute liberté pour faire comme elles veulent. Par exemple, un exemple tout bête, le matin, il y a toujours un temps de rassemblement, mais le temps de rassemblement peut être le matin quand les enfants arrivent, peut être un peu plus tard. Il y a toujours des moments créatifs. Est-ce que c'est à ce moment-là ou est-ce que c'est plutôt l'après-midi? Pour les sorties scolaires, elles ont beaucoup de liberté. C'est vraiment pour moi quelque chose qui est important de leur donner cette autonomie et cette confiance. Pour moi, on ne peut rien faire sans confiance. J'ai besoin qu'elles me fassent confiance dans la direction de cette école et j'ai aussi énormément besoin de leur faire confiance. Le management à la baguette, à la tâche, très peu pour moi. Parce que moi, déjà, j'aimais pas être managée comme ça. Le côté passif, le côté, Steph, on te dit quoi faire et il faut pas déroger d'une virgule. Moi, ça me convient pas du tout. Et c'est comme ça que moi, je manage aussi les filles ici. C'est que, voilà, on fait des points réguliers. La confiance n'exclut pas le contrôle, évidemment. On a des réunions d'équipe une fois par semaine, on a des réunions par classe une fois par semaine pour faire le point, pour voir comment on peut avancer. Mon bureau est toujours ouvert. Si mon bureau est fermé, c'est parce que je suis en rendez-vous, mais sinon, les filles, enfin les éducatrices, tout comme les enfants, savent que s'il y a quoi que ce soit, mon bureau reste ouvert. J'ai besoin de cette proximité aussi avec les enseignantes, mais je les laisse aussi très libres, très indépendantes dans leur classe. Et puis, ce sont des expertes. Moi, j'ai recruté des personnes expertes. Moi, je me suis formée à la pédagogie Montessori, mais pas à leur niveau, parce qu'elles ont vraiment des gros niveaux de formation. Moi,
j'ai fait une petite formation parce que je voulais savoir ce que c'était concrètement, mais moi, je ne suis pas éducatrice Montessori. Je connais beaucoup de choses, mais leur expertise, c'est elles qui l'ont. Tu nous as donné beaucoup de choses là. Oui, mais il faut m'arrêter parce que sinon je parle trop. Moi je t'arrête pas, donc il n'y a pas de souci, on reviendra parce que il y a beaucoup de. Non, bon, tu le sais et tout le monde le sait, passionné par l'approche de Toyota, le lean management, mais je m'intéresse beaucoup à beaucoup de méthodes, théories, techniques, l'entreprise libérée, holocratie, etc. Donc, voilà. Ce que je vois beaucoup, c'est le côté autonomie. Beaucoup de gens perçoivent par le laisser-faire. Et c'est pas ce que je ressens. C'est non, les gens sont autonomes. Mais quand tu dis contrôle, ce que je ressens, et c'est pour ça que je te le dis, et tu me dis si tu es d'accord, c'est non, la destination, elle est quand même. C'est là. Non, voilà, il y a le projet pédagogique, il y a respecter la pédagogie Montessori, le bilinguisme, le fait d'être français-anglais dans la classe, ce côté aussi bien-être, savoir-être. Donc est-ce qu'on va dans la bonne direction? C'est plutôt ça le contrôle, c'est-à-dire que vous avez un champ des possibles, j'ai confiance en vous, vous avez confiance en moi. Et c'est Michael Ballet, qui est mon sensei, qui un jour m'a dit voilà, c'est du command and control, c'est-à-dire c'est plutôt je t'oriente vers, c'est pas je te dis quoi faire, c'est plutôt je t'oriente vers la destination, l'orientation. Est-ce que tu as envie? Si tu as envie, c'est cool. Si tu n'as pas envie, on en parle. Mais et voilà, selon tes atouts, tes talents, tu vas dans cette direction. Tu prendras peut-être pas le même chemin que moi j'aurais pris. Mais par contre, le contrôle, c'est plutôt je vérifie les faits de ce que tu es en train de faire. Exactement. Et par contre, je vérifie pas le fait que tu l'aies fait de cette manière-là. Exactement. Et c'est Olivier Ribotta, basket, BLMA. On va essayer bien sûr, mais attention qu'on va voir prochainement. Exactement. Qui lui, pareil, nous disait dans ses. Donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo d'Olivier et son podcast où il disait qu'il. Lui, il est sportif de haut niveau, un ancien sportif de haut niveau, donc c'est la performance, mais la performance c'est la destination. Faire venir 17 000 personnes au stade, 8 000 personnes à l'arena, c'était ça le projet. Donc, par contre, comment les personnes vont y arriver, c'est pas que ça l'intéresse pas, il apporte le support nécessaire, mais ils sont mieux placés pour y arriver. Bien sûr. Donc, lui, ce qui l'intéresse, c'est les points de contrôle, c'est plutôt on vérifie que les gens sont bien au stade. Sinon, ça veut dire qu'on a un truc qu'on a mal fait, qu'on n'a pas compris, etc. Donc, je vois ça. Donc, sur le côté, et beaucoup le côté confiance. Pour que les gens aient confiance en moi, il faut que je leur donne, alors d'abord peut-être, ma confiance. Mais que clairement. Derrière, il y a un sentiment de réussite. Oui, pour moi, c'est fondamental. Ouais. On a une équipe qui a travaillé quand même sur le reportage et on a une personne dans l'équipe qui s'appelle ChatGPT. Je ne sais pas si tu connais. ChatGPT. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Moi, je pense, arrêtez les bêtises, que l'école, ça ne sert à rien. Qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle va remplacer tout. Tu es d'accord avec ça ou pas? Là, tu vois, on parle tous les deux. Ouais. C'est sympa, tu vois, il y a un échange, on échange, mais il y a plein de choses qui se passent. Je sais pas si j'aurais aussi autant kiffé si j'avais été face à un ordinateur, une machine qui m'aurait posé peut-être exactement les mêmes questions que toi, mais j'aurais moins kiffé. J'aurais moins... Parce qu'il y a le lien, le côté humain, mais c'est trop important, et on l'a vu dans la période 2020 qu'on a vécue, où il y avait plus ce lien, on se voyait plus, et voilà... du mal-être, de la dépression, etc. On est des animaux sociables et ce côté être ensemble, c'est important. Et le lien enfant-éducateur, il est primordial. C'est comme ça qu'on se souvient tous de tel prof de 4e qui est notre prof d'histoire géo, qui nous a fait adorer le programme d'histoire géo et qu'en 3e, on est tombé sur quelqu'un d'autre et puis d'un coup, on n'aimait plus et on était nuls. Parce que ça passe... Beaucoup de choses passent par l'enseignant, par l'humain. Bon, ChatGPT, c'est un outil. Voilà, ça peut être un outil qui aide, mais il y a ses limites. Donc, le côté intelligence artificielle, le côté les cours 100% online, moi, j'y crois pas. Ou alors c'est juste pour une petite compétence précise, voilà, un laps de temps, quelques semaines, je veux monter en compétence sur ce sujet, tout se fait en ligne, à la limite, pourquoi pas, mais on voit vraiment les limites du système. D'ailleurs, on voit de plus en plus les entreprises qui étaient quand même du coup, j'ai plus les termes, mais ils étaient tous... tu sais, il n'y avait pas de bureau, ils étaient tous... isolés.
pas ensemble, quoi. On sent que ce côté, ce lien, il manque. Et de ce que je crois comprendre, c'est que les entreprises de plus en plus essayent quand même de faire des moments dans la semaine où les salariés se retrouvent, ne serait-ce que pour faire de l'informel. Donc non, le lien... ChatGPT, super, enfin voilà, la technologie, super, mais il faut que ça reste un outil. Il faut le laisser à sa place. Parce que je vois, moi, mes enfants pouvoir sortir des trucs super nickel. C'est toi qui as fait ça? Oui. Donc, je vois vraiment qu'il y a... Je pense que plus personne n'est dupe. Surtout que maintenant, il y a l'intelligence artificielle qui permet de détecter l'intelligence artificielle. Donc, il suffit de passer un texte dans un autre type d'IA et qui dit non, ce texte est, je sais pas quoi, 100% de ChatGPT ou machin. Donc... Moi, j'ai un cas pratique. Comment tu fais pour aider un enfant de 14 ans à réviser une leçon sur l'histoire ou la géographie quand il n'aime pas ça? L'histoire-géographie, c'est... Parce que ça fait partie c'est les racines de notre monde aujourd'hui. Si on veut comprendre notre monde aujourd'hui, il faut comprendre le passé. Alors, on peut très bien dire ça à un ado, il va dire moi, je m'en contrefiche. Et j'insiste parce que c'est-à-dire que j'insiste. Il a ça dans son programme. Et moi, le premier, quand j'étais gamin, mais qu'est-ce que je m'en foutais. Et maintenant, adulte, je dis waouh, quelle connerie, génial. Parce que c'est vrai que je me dis putain, t'es con, t'es passé à côté de tellement de trucs. Comprendre, comme tu dis, ce qui s'est passé avant va m'aider ou m'aide à mieux comprendre le monde d'aujourd'hui, etc. L'idée, c'est de partir de leurs interrogations d'aujourd'hui et de dire voilà, peut-être, allez, on va pas débattre là-dessus, l'actuel conflit israélo-palestinien, quand moi j'étais au collège, on en parlait déjà, enfin c'est quelque chose qui dure. Mais si on parle de cette interrogation, de dire ben voilà, d'où ça vient en fait, et tout ça en fait, ça permet de tisser du lien de partout, de comprendre quelles sont toutes les racines, toutes les... Voilà, d'où ça vient, et c'est comme ça qu'on peut les faire... En fait, si ça s'intéresse à quelque chose, en tirant les fils, on peut les faire s'intéresser à d'autres choses. Okay. Mais il y a toujours cette position de chercheur, c'est aussi à eux de trouver, c'est à eux de faire ces recherches. Et puis nous, on a un enseignement qu'on essaie de rendre assez ludique, avec des flashcards, des jeux pour qui trouvent l'intérêt en eux d'apprendre mais donner du sens. Ça, vraiment. Et puis, au bout d'un moment, il y a aussi, parfois, parce que ça peut arriver, certains qui disent « Non, mais en fait, vraiment, là, je m'en fiche complètement de ta leçon. Vraiment, ça ne... » m'intéresse pas. Et on peut dire « Ok, mais tu sais, là, plus tard, tu as peut-être envie de faire ceci. Tu sais que là, à un moment donné, on va te demander de passer tel examen, que ce soit le brevet, le bac ou quoi. Il y a des choses qui ne te plaisent pas. Ok, mais moi, tu sais, moi, dans ma vie, là, moi, par exemple, en tant que chef d'entreprise, il y a des choses qui me gonflent. Tout ce qui est comptage, chiffres. Voilà. Mais donc, il faut le faire. Je vous fais un teasing. Dans quelques temps, on va avoir un cabinet comptable. D'accord, ok. Super. Donc, je ferai que tu vas rencontrer. Bien sûr, avec plaisir. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas... L'école s'appelle Happy Forever School, mais on peut pas non plus être toujours happy, on peut pas toujours faire des choses qui nous rendent heureux, joyeux. Des fois, il y a des choses qui sont pénibles, mais il faut les faire. Okay, si on veut arriver à tel objectif, tel but, il y a des choses qu'il faut parfois faire, et c'est comme ça aussi. Okay. Après, nous, on essaye de le rendre tout le temps de manière le plus ludique possible. Et donc, tu as des moments où l'enfant n'a pas envie, mais tu cherches. Ouais, en fait, par exemple, on le voit, il y en a certains, on va dire, ils sont un peu plus matheux, puis la grammaire, voilà. Et ils ont plus envie de travailler sur les maths, en tout cas, quand on leur propose différentes tâches, différents objectifs, ils vont d'abord se concentrer sur les choses qui leur plaisent. On dit, et après... Et par exemple, on dit, après, tu pourras travailler sur tel exposé. On laisse beaucoup les enfants travailler sur des exposés, ça c'est top, hein. Je suis aparté, mais ils font eux-mêmes leurs recherches, ils doivent synthétiser leurs recherches, ils ne peuvent pas tout dire. Ensuite, ils le présentent face aux copains, donc il y a la prise de parole, etc. On leur dit, ok, tu veux travailler sur cet exposé? Et l'exposé n'est pas forcément la Seconde Guerre mondiale, hein. Ça peut être quelque chose qui est vraiment... l'année dernière, on a eu un enfant qui a fait un exposé sur les Rubik's Cube. Mm-hmm. Et c'est très bien. Et on dit, ok, tu veux travailler sur ton exposé?
sur les arts martiaux ou quoi, ok, mais d'abord, juste, il faut que tu fasses cet objectif en grammaire. Dès que tu l'as fait terminer, vas-y. Et là, il fait, ok, allez, je le fais. Il faut que je passe. Ok, d'accord. Donc, on retrouve toujours ce côté créer les conditions pour que l'enfant ait envie. Oui. Toujours, l'environnement préparé, ouais. Vraiment une partie Très de important. l'envie est là. Et je trouve que c'est exactement pareil avec les adultes et l'apprentissage quand tu es adulte. Si je te demande de travailler sur un sujet sur lequel t'as pas envie, tu vas pas développer ta curiosité, et pour moi c'est le point de départ pour qu'il y ait derrière Exactement. apprentissage. Donc c'est la clé, quoi. La curiosité, être Limite, guidée c'est par... un des points de la conclusion que je fais en anticipation. Merci infiniment. Merci. Vraiment, j'ai passé un super bon moment. Vivement la V2, parce que moi j'ai encore plein de choses à C'est dire. vrai, t'as un sujet? Non, enfin, je sais pas. Non, j'en ai plein. Non, Ça va? Oui. T'as dit tout ce que tu... Non, évidemment que non. Moi, je repars quand même avec l'apprentissage. Le point de départ, c'est l'envie. Susciter l'intérêt. Ah oui. L'envie, susciter l'intérêt. Le deuxième... Partir vraiment de l'enfant, de lui-même. L'enfant est acteur, vraiment, c'est ça. Ouais, on dit souvent... C'est-à-dire, ce que je comprends, c'est qu'on est tous des courbes d'apprentissage. C'est ça. Et ça se termine pas... On est tous des courbes d'apprentissage. Et ça se termine pas... non, on apprend... on continue à apprendre toute sa vie, c'est important. Et oui, peut-être un élément qui est vraiment important, et que peut-être j'ai pas mis en avant, mais c'est que apprendre c'est bien, mais d'abord, il faut avoir ce terreau et travailler d'abord sur le bien-être de l'enfant et son épanouissement. Et ensuite, une fois qu'on est bien dans ses baskets, après le reste, ça va tout seul. Et je pense que c'est aussi un lien avec le management dont ce sujet t'aime bien, c'est que si tu as des collaborateurs, ils peuvent être des experts, ils peuvent être très très bons, mais il faut travailler aussi sur ce bien-être-là, c'est fondamental. Moi, ma définition du management, c'est de soutenir les gens, de leur permettre de faire preuve d'initiative. Exactement. Sur un projet qui fait sens pour eux, et par l'expertise et sur le terrain. Ouais. Donc, et qui seront certainement beaucoup mieux gérés que toi en plus. À 100%. C'est pour ça que j'ai discuté avec un dirigeant, je te le disais tout à l'heure, qui disait normalement quand tu es adulte, manager c'est bizarre. Tu sais faire. Donc c'est plutôt, ma définition de management, c'est plutôt problème de coordination, parce que tu travailles avec plein de gens, et voilà. Oui, en effet, de formation, mais parce que tu es en train d'acquérir des compétences que tu n'as pas, mais c'est plutôt ça, parce que normalement, les gens sont autonomes, ou le but est de développer leur autonomie. C'est pour ça qu'il y a un parallèle. Et juste un dernier point quand même, donc l'envie, et à un moment donné, tu parles du kiff. Tu parles du kiff ou de la relation. Ouais, c'est pas très français de dire ça, je crois. Non, et, au contraire, moi j'adore. Mais je le crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que je crois, oui, il faut qu'il y ait l'envie, mais qu'il y ait aussi une relation avec une personne ou un groupe de personnes sur lequel j'ai envie d'apprendre avec vous, parce que il se passe quelque chose. Exactement. En fait, c'est un projet commun, quoi. On n'est pas tout seul dans son coin, on est des animaux sociables. Exactement, et c'est pour ça que le rôle pour moi, du team leader, du manager de proximité est clé pour ça, parce que c'est lui qui va insuffler, qui va te donner envie de te dépasser, etc. quoi. Exactement. L'idée, c'est de donner les moyens pour faire des choses qui sont même au-delà de ce qu'on aurait pu penser, imaginer. Ça va au-delà, et c'est ça toute la beauté. Est-ce que tu as kiffé ? J'ai grave kiffé. Bon, cool, super. Merci infiniment. Merci Christophe. J'espère que vous avez passé un bon moment. Dans quelques jours, une newsletter plus complète où on détaillera tout ce qu'on a vu. Est-ce qu'on peut revenir ? Quand vous voulez. Bon, parfait, super. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, au revoir. À bientôt.